En garde. Prêt? Allez. C'est parti pour Parade Mentale, une mini-série spéciale du podcast Obsession Progression, dans laquelle on va parler spécifiquement du mental en escrime avec un coach expert de la discipline. Pour vous apporter des exemples croustillants de terrain et proposer des méthodes sur la préparation mentale en épée, au sabre ou encore au fleuret, j'ai choisi de faire appel à Ambroise Berthaud, maître d'armes diplômé d'État qui coach au club de Poitiers. Je lui ai demandé de venir avec des exemples spécifiques des plus gros challenges sur la dimension mentale dans son sport, pour lui et pour ses athlètes. Mon intention, c'est de vous amener des études de cas précises pour qu'on parle réellement du terrain et que vous repartiez avec des techniques ou des prises de conscience pour améliorer vos perfs et riposter quand c'est difficile. Tout ça, peu importe la discipline, même dans des sports collectifs. On a pris beaucoup de plaisir à échanger parce que quand Ambroise amenait ses problèmes, je contre-attaquais avec des solutions et on faisait le lien avec d'autres sports dans lesquels les mêmes transformations seraient utiles. De l'entraînement à la compétition en passant par les relations au sein du groupe, on aborde précisément ce qui peut faire basculer le match. Alors n'esquivez pas les détails et partez à l'assaut de ces épisodes, rendus possibles par Editora. Salut Nathan. Salut Ambroise, c'est quoi le sujet d'aujourd'hui ? Aujourd'hui, on va parler des facteurs de perf mentaux en escrime. Super. Et en escrime généralement ou au fleuret spécifiquement ? En escrime généralement. Ouais. Ok. Et la raison pour laquelle on va faire ça, c'est pas juste pour ceux qui font de l'escrime et qui nous écoutent, c'est parce qu'en fait, quand on identifie très précisément dans un sport quels sont les facteurs de performance sur la dimension mentale, ça aide à comprendre à quel point dans son sport à soi, c'est important de les identifier. Si je fais juste une introduction, par exemple, au tennis, il y a un paramètre très particulier qui est que quand on sert, il y a plusieurs secondes qui se passent dans lesquelles on récupère la balle, on prépare son service, etc. Et donc, ça n'a rien à voir avec un marathon, par exemple, dans lequel il n'y a pas ces alternances entre ça compte pas, ça joue pas, etc. Mais bref, on est là pour parler de faire. Alors, vas-y. Ok, alors avant de vous parler des facteurs de perf en escrime, je vais vous expliquer rapidement comment se déroule une compétition. Au niveau national, c'est souvent sur 2 jours, avec le samedi après-midi, un tournoi pré-qualificatif pour le lendemain, pour le dimanche. Ce tournoi pré-qualificatif, c'est une phase de poule et une phase de tableau d'élimination directe. Il faut atteindre un certain classement pour pouvoir se sélectionner pour le dimanche. Et le dimanche, rebelote, mais là c'est tôt le matin que ça commence. En général, les premiers assauts, ils sont à 8h le matin. Phase de poule, classement, tableau d'élimination directe. Et là, on va le plus loin possible vers la finale, avant de se faire éliminer. Donc déjà, il faut être chaud, il faut être prêt, il faut tenir le rythme sur 2 jours. Pas toujours évident. Ensuite, pendant une journée, entre la phase de poule et la phase de tableau, il peut s'écouler un temps extrêmement long. Il peut s'écouler entre 4 et 6 heures de compétition. Sans match ? Ou Non, entre en le tout. début et la fin ? En tout. Okay. 4 et 6 heures, ça peut même être encore plus long. Des fois, une compétition qui commence à 8 heures le matin, elle se termine à 16 ou à 17 heures l'après-midi. Voilà, pour terminer les finales. Donc ça demande vraiment de gérer son effort, son énergie, sa concentration sur un temps très très long, avec des phases assez intenses où on va être en combat, des phases où on va pouvoir observer ses prochains adversaires, et des phases où on va juste avoir du temps à tuer. Donc on va manger, on va passer du temps avec les copains, on va se réchauffer avant les matchs suivants. Et dans tout ça, avant chaque phase de poule ou avant chaque nouveau match d'élimination directe, il y a un petit moment de stress et de tension où tu sais pas jusqu'à 5, 10 ou 15 minutes avant le début du combat sur quelle piste tu vas être, voire même contre qui tu vas tirer. Et des fois, les compétitions en escrime, elles sont dans plusieurs gymnases qui peuvent être éloignés. Des fois, il faut 3, 4, 5 minutes de marche avec ton matériel d'escrime sur le dos pour te rendre d'une salle à une autre. Et du coup, tu es obligé d'avoir toujours le téléphone portable sur toi pour guetter le moment où la parution du combat et de la piste sur laquelle tu dois jouer va arriver avant de te rendre sur les lieux de la pratique. Donc, ça alterne comme ça entre des phases très creuses où il se passe rien et des moments où, là, faut s'activer, faut y aller. Voilà. Ça, c'est ce qui se passe entre les combats. Après, au sein d'un combat, en phase de poule, c'est des combats qui sont courts en 5 touches. Là, souvent, on arrive avec une stratégie établie sur le combat parce que, justement, dans la poule, on a eu le temps d'observer ses adversaires. Donc, on arrive avec déjà une idée de quels sont ses points forts, quels sont ses points faibles, comment je vais faire pour essayer de lui mettre des points efficacement. Et donc, on essaie de dérouler son plan. Et entre chaque touche, pendant que l'arbitre donne sa décision, attribue les points, tout ça, pendant qu'on revient sur sa ligne de mise en garde, on va se faire un auto-feedback.
Ah, ok, là j'ai fait ça. L'adversaire a réagi ainsi. Mon action a échoué, mon action a réussi. Pourquoi? Qu'est-ce qui a fait que ça a réussi? Qu'est-ce qui a fait que ça a échoué? Comment je peux m'adapter sur la prochaine action? Et en même temps, derrière toi, souvent il y a le coach qui te donne aussi un feedback. Mais pas toujours. Mais pas toujours. Ça, c'est un autre paramètre qui influence. Exactement. Et voilà, donc tu as à peu près 5 secondes pour ça, pour faire ton auto-feedback ou prendre celui du coach, te remettre en piste et exécuter ton plan, etc., etc. Après, sur les matchs en 15 touches, qui sont plus longs, on a 3 reprises de 3 minutes maximales en termes de timing, séparées chacune par 1 minute de pause. Et donc là, la dynamique, c'est un petit peu la même. Souvent, en tableau, on connaît les adversaires parce qu'on les a déjà rencontrés avant en compétition, on a pu les observer par ailleurs sur d'autres événements ou même sur cette compétition-là. Donc on arrive déjà avec une stratégie qu'on essaie d'appliquer, etc., auto-feedback entre chaque touche. Voilà. Et après chaque reprise, tu as 1 minute avec ton coach. Donc 1 minute avec le coach, en fait, c'est 30 secondes où tu bois, tu t'essuies le visage parce que tu es dégoulinant, et 30 secondes où le coach te donne 1, 2 astuces à essayer d'intégrer à ton jeu pour battre ton adversaire sur les prochaines reprises. Et donc, tu arrives comme ça en piste. Alors, tu as encore le cardio bien haut, tu vois. Après la minute de pause, c'est souvent pas assez suffisant pour se relaxer complètement et arriver totalement serein, tranquille sur la prochaine reprise. Tu es encore pris par l'émotion de ce qui vient de se passer avant. Et donc, tu arrives là avec des nouvelles idées en tête et il faut tout de suite essayer de les mettre en application. Surtout si tu es en retard au niveau du score. Tu vois, le fait de mener ou d'être mené en escrime, ça influence énormément le jeu que tu vas devoir mettre en place. Oui, parce qu'à la fin des 3 fois 3 minutes, peu importe le score, si par exemple il y a 13-12, ça s'arrête ici, même si on n'est pas arrivé en 15. Exactement. Et donc à 13-12, bah, t'as perdu. Voilà. Parce que moi j'ai 13, toi t'as 12. Voilà, t'as gagné, j'ai perdu. C'est peu probable, hein. J'ai fait l'escrime contre Ambroise il y a quelques jours, ça s'est pas passé comme ça. Donc, je sais pas si je devais résumer un petit peu tout ça, je dirais que il faut être extrêmement endurant sur une compétition d'escrime parce que c'est un événement qui est long. Il faut être extrêmement patient aussi, parce qu'on a des temps de pause qui peuvent être vraiment longs, qui peuvent aller jusqu'à 1 heure, 2 heures de pause entre 2 combats. Il faut savoir vraiment tirer profit de ce temps-là pour à la fois décompresser, pas rester dans le stress et dans la pression de la compétition pendant ces grandes pauses, et en même temps pas trop décompresser parce que c'est du temps qu'on peut exploiter pour aller analyser les adversaires suivants et établir des stratégies. Et après, en combat, il s'agit de décider d'une action ou décider d'un plan, le mettre à exécution un petit peu quoi qu'il arrive, sauf si la réaction adverse vraiment nécessite une grande adaptation. Et à partir du moment où on a fait cette première action, qu'on a décidé avec détermination, avec confiance et tout ça, on va pouvoir avoir un vrai feedback, un vrai auto-feedback sur pourquoi ça a marché, pourquoi ça n'a pas marché. Et puis après, continuer cette alternance entre action, adaptation, action, adaptation, action, adaptation. Voilà. Ok, merci d'avoir présenté plein de facteurs. Et comme j'accompagne un athlète en escrime, bah si tu veux, moi je vais te proposer quelques facteurs que j'ai pu remarquer. Et tu me diras ce que tu en penses. Comment tu peux parler de la relation qu'il y a entre les phases de poule par rapport au match de phase finale? Qu'est-ce qui change fondamentalement mentalement? Et notamment par rapport à la façon dont le score compte? Alors la phase de poule, c'est le début de la compétition. À ce moment-là, déjà, les escrimeurs n'ont pas échangé beaucoup de touches entre eux, pas beaucoup d'actions entre eux. Souvent, ils arrivent sur cette phase de poule, ils ne sont pas encore à 100% de leur performance, 100% de leur capacité, plutôt à 70-80%. D'ailleurs, c'est assez régulier qu'un escrimeur arrive sur sa phase de poule et prenne 1, 2 ou 3 défaites dans le cornet avant de se réveiller et de commencer à tirer à son meilleur niveau. Malgré tout, ces phases de poule, elles sont très importantes puisque le nombre de victoires qu'on arrive à obtenir pendant la phase de poule, voire même le nombre de touches qu'on a réussi à marquer par rapport au nombre de touches qu'on a subies de la part des adversaires, vont donner lieu à un classement qui va comprendre la totalité des escrimeurs de la compétition, et c'est à partir de ce classement qu'est établi le tableau d'élimination directe. Et il faut savoir que celui qui finit premier au classement des poules, bah déjà il a de très très fortes chances de ne pas tirer le tableau d'élimination directe et d'être directement qualifié pour le dimanche. Et en tout cas, ceux qui font les meilleurs résultats en poule vont affronter ceux qui auront fait les moins bons résultats en poule. Ça veut dire que si je fais une poule pourrie, avec une seule victoire par exemple, il y a très très fortes chances pour que je prenne quelqu'un qui a fait 5 victoires. Donc si je prends quelqu'un qui a fait 5 victoires, bah sûrement c'est qu'il a un niveau qui est assez bon, assez élevé. Du coup, mon tableau il va être
extrêmement difficile. Donc c'est là qu'il faut pas être passé à côté de tes poules. Et pourtant, ce qui est marrant dans les poules, c'est que comme il y a plusieurs matchs, 5, je sais plus exactement combien, ça dépend des poules. Entre 5 et 6. Entre 5 et 6, c'est pour ça que j'ai du mal à mémoriser. Moi, ce que j'ai remarqué, c'est que chez l'athlète que j'accompagne, l'enjeu est moins grand sur ces matchs-là, puisque comme il y en a entre 5 et 6, c'est pas comme dans les phases finales où si tu perds ce match, ta compétition est terminée. Et donc, il peut y avoir ce truc où ils ont plus de mal à rentrer dans la compétition, puisque quand l'enjeu est plus faible, ça crée pas le même niveau de stress à l'intérieur et que c'est intéressant d'avoir un niveau de stress pour pouvoir démarrer la compétition. Et il y a aussi, chez lui, ce que j'ai remarqué, c'est que ça changeait beaucoup de choses entre s'il fait un strike, comme vous l'appelez, s'il gagne tous les matchs de poule ou pas, ça le met vraiment dans un état émotionnel différent par rapport à la compétition qui va avoir lieu le lendemain. Pourtant, le lendemain, quand le match commence, j'ai envie de dire, on s'en fiche un peu de ce qui s'est passé la veille. Alors évidemment, ça influence où est-ce qu'il va atterrir dans le tableau, etc. Mais au-delà de ça, pour lui, il y a vraiment cet effet où, tiens, si la veille j'ai fait un strike, ça me met dans un tel état émotionnel que ça y est, je suis prêt à y aller. Et en même temps, d'autres fois, il a pu vivre aussi l'inverse, où comme tu as l'impression de marcher sur l'eau quand tu fais un strike, tu arrives au prochain match, qui est un match le plus important en fait, parce qu'à partir de maintenant, c'est les phases finales, tu peux te faire éliminer. Juste avant, tu marchais sur l'eau, là, tu marches plus sur l'eau, tu coules. Ouais, tout ça, c'est super dur à gérer et ça dépend tellement des individus parce que moi, j'ai des escrimeurs qui arrivent en poule et qui sont conscients, vraiment conscients que c'est un moment important de leur compétition et donc ils sont capables de faire des strikes, justement pour se qualifier directement pour le dimanche, par exemple. Ouais, de par mon expérience, je dirais même que la plupart de mes escrimeurs auraient plus tendance à se rajouter une pression sur la phase de poule. Parce que justement, ils se sont fixés comme objectif « Ah, je veux faire tant de victoires. Sur ma poule, je veux faire 4 victoires et 2 défaites, par exemple. » Sauf que quand ils font leur 3e défaite, là, il n'y a plus personne après. Ou même quand ils ont fait leurs 2 défaites, ils disent « Putain, là, je peux plus perdre. » Et quand tu abordes un match en mode « Il faut pas que je perde », ou quand tu abordes un match en mode « Il faut que je le gagne », t'es juste en train de sortir de ton match et de penser au résultat et pas du tout à ce qu'il faut mettre en place pour atteindre le résultat. Et moi, je trouve que c'est vraiment ça, le plus gros piège, c'est d'être tellement centré sur le résultat en poule que tu te rajoutes un stress de fou, alors que justement, en face de toi, il y a des escrimeurs qui ont peut-être moins conscience de ces résultats-là, et qui tirent plus détendus, et qui donc font des meilleurs résultats. À propos de penser à propos du match, le tireur que j'ai accompagné, il avait ce truc où finalement, tu sais contre qui tu vas tomber. Il y a son nom, et toi, tu le connais, ou bien les autres coéquipiers que tu as, les autres membres de l'entraînement avec toi, le connaissent aussi. Et lui, il avait cette période où il y avait vraiment ce truc de est-ce que je sollicite des conseils de leur part ou pas? Parce que finalement, en escrime, comme chaque jeu est très différent, chaque personne a sa façon d'attaquer et de défendre contre une autre, sa perception du match, puis en fonction de mon niveau, évidemment, ça conditionne plein de choses. Et lui, il a vécu cette période où finalement, c'est un petit peu comme si pour un examen ou pour une bataille, une guerre, tu veux être le mieux préparé possible, tu veux le plus d'informations possible pour tout savoir. Mais parfois, trop d'informations tue l'information. Et dans son cas à lui, il a percuté que ça lui a été arrivé plusieurs fois d'aller demander des avis, par exemple, à 4 personnes différentes, que ce soit son coach et 3 de ses coéquipiers qui sont tombés contre le même gars dans la compétition, par exemple dans les phases de poule. Et une fois qu'il a récolté à chacun d'eux leur avis, il se retrouve avec un truc qui est tellement disparate qu'il sait même plus comment s'y prendre. Et finalement, il est resté en ce truc de, en fait, je vais demander l'avis à une personne, ou je vais juste aller regarder le gars jouer, ou je vais prendre juste l'avis de mon coach, par exemple, ou je vais ne pas prendre d'avis. Mais ça a été un facteur de perf sur lequel il a décidé d'agir, qui est auprès de combien de personnes est-ce que je prends des avis? Parce qu'il y a un moment donné, en fait, je ne sais plus comment les gérer. Et quand tu m'entends dire ça, tu peux te dire, tiens, il y a d'autres sports où ce truc-là n'arrive jamais. Mais en escrime, c'est présent. En escrime, c'est présent, et surtout pendant les phases de poule, d'ailleurs, où souvent, tu es avec les potes, parce que tu rencontres toujours les mêmes personnes, en fait, en compétition. Donc, tu crées des liens, et puis, en général, c'est une très bonne ambiance, tu vois. Et donc, même au sein d'une même poule, les tireurs se donnent des conseils, tu vois, en fonction de leurs affinités. Ah, voilà, celui-là, tu vas le prendre comme ça, celui-là, tu vas le prendre comme ça, etc. Des fois, c'est bien, et des fois, c'est pas bien, pour les raisons que tu as évoquées, mais aussi pour une autre raison que tu n'as pas évoquée, c'est que des fois, tu reçois un conseil technique pour affronter un tireur, ou un conseil tactique pour affronter un tireur. Donc, tu dis, OK, il faut que je fasse ça, sauf que au moment où tu es face à lui, tu n'arrives pas à le réaliser. Et quand tu n'arrives pas à réaliser le truc que tu t'es dit qu'il fallait absolument que tu le fasses, qu'est-ce qui te reste? Il reste plus rien. Et souvent, c'est un énorme facteur de stress, où à ce moment-là, le tireur se rend compte que il n'y arrive pas. Et quand il se rend compte qu'il n'y arrive pas, c'est autant de processus cognitifs qui s'activent à des moments où il ne devrait pas être là.
Et du coup, tu perds en tempo, tu perds en timing, tu perds le match. Et pour terminer cet épisode, j'ai remarqué un petit truc. L'autre fois, j'étais à la compète à Toulouse au mois de mai, sur les championnats de France d'escrime en épée. Et en fait, il y a quelques jeunes qui étaient là, avec un pantalon avec marqué FRA dessus, pour France. Et apparemment, c'est ceux qui étaient partis en compétition à partir des Coupes du Monde, je crois, qui peuvent être équipés d'un pantalon comme celui-ci. Et donc, c'est un petit peu comme si, l'Olympique de Marseille rentre sur un stade avec la petite étoile en dessous de OM, qui dit « nous, on l'a gagné à la Champions League ». Je sais pas, j'exagère, mais ce que je veux par là, c'est que ta tenue à ce moment-là dit qui tu es. Et d'ailleurs, quand je faisais du judo, quand j'étais plus jeune, oui, parce que parmi tous les sports que j'ai fait en compétition, il y a eu aussi du judo, il m'arrivait, en étant au poids que je faisais, et à l'âge que j'avais, de monter sur le tatami avec quelqu'un en face qui avait 2 ou 3 ceintures de plus que moi. Et voilà, en fait, c'est un petit peu ce qui se passe quand le tireur arrive face à lui, face à quelqu'un qui porte un pantalon avec marqué équipe de France. Ben, c'est qu'avant même de monter sur la piste, un peu comme on en parlait, je crois, dans le premier épisode de la série Parade Mentale Ensemble, avant même d'être monté sur la piste, le match est presque déjà perdu dans la tête, puisque quand je montais sur le tatami avec ma ceinture jaune et que je tombais contre une ceinture orange de judo, je me disais, ça va mal se passer ce truc. Effectivement, ça se passait mal. Aujourd'hui, je fais plus de judo. Voilà. Mais c'est pas que à cause de ça, ok. Et en escrime, on retrouve ce truc-là, j'ai l'impression que tu as envie de réagir. Ouais, c'est incroyable que tu aies remarqué ça, parce que c'est vraiment puissant, mais à un niveau que tu imagines sûrement même pas pour les escrimeurs. En fait, c'est ce qu'on appelle les bandes. Tu vois, lui, il a les bandes du drapeau français. Putain, alors déjà, tu peux être sûr que si un de tes athlètes dit « Oh, lui, il a les bandes », t'es sûr qu'il va pas être à 100% sur son match. Tu vois, il va subir le match, c'est évident. Et ça me fait rigoler parce que cette année, j'ai un escrimeur qui est parti faire une compétition à l'international. Donc, il a dû mettre les bandes et il se sentait pas légitime de les mettre. Et il se sentait encore moins légitime de les garder après sa compétition internationale sur les compétitions nationales. Et il se disait, mais qu'est-ce qu'on va penser de moi si j'ai les bandes et que je fais un mauvais résultat? On va s'attendre à ce que je gagne tout. Et du coup, en fait, c'est rigolo parce que même ceux qui ont les bandes, du coup, ça leur rajoute une pression. Ils ont leur statut à garder. Et c'est là où la dimension mentale est fascinante et où des fois je comprends même pas pourquoi les athlètes se prennent la tête. Je plaisante, je comprends très bien, mais c'est ça qui me fascine. C'est que quand un athlète plus faible arrive face à un athlète censé être plus fort, puisqu'il a les bandes, l'athlète plus faible, il se stresse et il se dit « Oh là là, mais je suis pas du tout à la hauteur, je suis plus petit que lui », avec des guillemets, petit. Et donc, l'athlète plus faible commence à se mettre dans un état interne limitant, par exemple, etc., par rapport à l'autre. Mais si on regarde ça depuis la place de l'autre, l'autre lui aussi a peur de ne pas respecter son statut, parce que maintenant que j'ai défendu l'équipe de France en championnat, il faut que je sois à la hauteur. Il faut quand même pas que je tire comme quelqu'un qui mériterait pas ces bandes. Et donc on se retrouve avec des athlètes qui paradoxalement ont des avantages énormes l'un par rapport à l'autre, mais se retrouvent tous deux peut-être diminués. Et au final, quand on met ces paradoxes l'un face à l'autre, ça peut aider. Moi j'ai déjà fait des déblocages de croyances limitantes comme ça parfois, où juste quand tu aides un athlète dans l'une des deux situations à changer de point de vue et de se mettre à la place de l'autre, en disant tiens, mais toi par exemple qui as peur du mec face à toi qui a les bandes, imagine que tu vas en Coupe du Monde une fois et que là-bas tu chopes les bandes et après tu retournes en championnat nationaux et tu dois porter ces bandes. Comment tu te sens? Et là si l'athlète il dit je me demande si je les mérite et il va falloir que je prouve à tout le monde que je les mérite. Ok, et ça dans quel état ça te met? C'est dur, ça me met dans le stress. Ok, du coup tu trouves que c'est plutôt un avantage ou un inconvénient d'avoir les bandes? Je préfère pas les avoir. Bon match, allez salut. Et tu vois, il y a toute cette mécanique-là qui est en place. Et je crois que c'est ça qui est passionnant dans les dimensions mentales, c'est ce paradoxe entre avantages et inconvénients. Trop bien. On a encore un dernier épisode qu'on aimerait vous présenter, donc on se retrouve dans quelques temps sur le prochain épisode. Merci Ambroise. Merci Nathan. Salut. On dit souvent que le mental c'est 70% de la performance à haut niveau, pourtant rares sont ceux qui l'entraînent au moins de 10% du temps. En écoutant jusqu'ici, t'as donné à la dimension mentale un peu plus de la place qu'elle mérite chaque semaine. Bien joué. Ma mission audacieuse, c'est d'aider le monde du sport à se transformer en profondeur, et je veux faire en sorte que plus aucun coach ne passe à côté de la psychologie de ses athlètes. C'est pour accomplir ça que je crée une tonne de vidéos sur YouTube et des épisodes comme celui que tu viens d'écouter. Alors, je vais pas te demander d'inscrire de force tes amis au podcast, et en même temps, si tu peux en parler à quelqu'un qui va l'adorer, quelqu'un à qui ça serait utile, ta recommandation elle signifie beaucoup pour moi. Si chaque auditeur en parle juste à 2 autres, l'année prochaine, on sera des milliers de fois plus nombreux avec l'obsession progression. Salut!